l'écologie et la paix. L'État-providence ne serait autre qu'une Big Mother pacifiste, conciliante, prévenante, voire infantilisante et obsessionnellement préoccupée par le sort des femmes, devenu en quelques décennies un enjeu politique majeur. Le féminisme, et c'est sans doute sa plus belle victoire, a en effet remporté la bataille idéologique. Mouvement originellement contestataire et anti-autoritaire, il s'est progressivement institutionnalisé, jusqu'à devenir, dans de nombreux pays, un féminisme d'État, qui garantit la poursuite de l'égalité par des principes de droit, puis un féminisme monde, donnant lieu à de régulières conférences internationales, et enfin un féminisme pop, relayé en images et en vidéo par le star system, la mode et la publicité. De la campagne E4She, lancée par l'actrice Emma Watson à la tribune de l'ONU, aux déclarations de la chanteuse Beyoncé, nouvelle icône pop féministe, en passant par le défilé Chanel en forme de manifs joyeuses et multicolores, où des mannequins brandissaient des pancartes en hommage au militantisme de rue des aînés, le début du XXIe siècle est le témoin de la fashionisation du combat féministe. Et ce serait trop simple de n'interpréter cette tendance qu'en termes de récupération commerciale. Les mouvements spontanés d'indignation qui explosent sur les réseaux sociaux et dans la rue, lorsqu'ici ou là sont, ou menacent d'être, bafoués les droits des femmes, prouvent que la plupart des sociétés civiles, y compris dans des pays à la traîne sur ce plan, sont aujourd'hui acquises à la cause féministe. Les millions de bonnets roses, ou pussy hats, tricotés, photographiés, postés et likés partout dans le monde, donnent la mesure de ce phénomène. De même que la sympathie, ou tout au moins l'indulgence, du grand public envers les actions chocs des fémènes, les Amazones fougueuses qui ont inventé la spectacularisation du féminisme. Mais ce triomphe du féminin signifie-t-il pour autant la défaite du masculin? Y a-t-il réellement lieu de parler de fin des hommes et de féminisation du monde? Et quel est le lien entre la révolution accomplie par les femmes et la crise de la virilité, si crise il y a? La philosophie, en postulant un sujet philosophant transcendantal et donc asexué, s'empare trop rarement de ces questions. Ce silence est malheureux, car il condamne l'espace médiatique à être accaparé par les rares auteurs qui se prononcent au nom des hommes, souvent partisans de positions idéologiques radicales, antiféministes et rétrogrades, tels ceux du Men's Rights Movement en Amérique du Nord, ou plus près de nous, certains courants d'extrême droite, voire néo-fascisants. Cultivant la nostalgie du héros viril et dominateur, la rhétorique victimaire des masculinistes dénonce un renversement du rapport de force entre les genres, regrette le bon vieux temps du patriarcat et souhaite le retour à la polarité traditionnelle des rôles sexuels. Depuis que les femmes avides de revanche ont dépossédé l'homme de sa suprématie pour prendre le pouvoir, tout se décompose et se délite, disent-ils. Famille monoparentale, toute puissance des mères, injustice systématique des tribunaux envers les pères, féminisation des métiers de l'éducation, autant de phénomènes qui se cumulent pour créer des biotopes féminins, où grandissent des gamins sans repère et tentés par la délinquance, voire la radicalité. Selon ces polémistes, ce seraient donc les femmes qui porteraient la lourde responsabilité de la déréliction de l'homme contemporain. Les conquêtes féministes auraient privé l'homme de tous ses attributs phalliques. Soumis à la tyrannie féminine, il traverserait le trouble identitaire le plus profond de son histoire. Adam aurait été non seulement évincé, mais dévoré, et même émasculé par la nouvelle Ève. Il serait donc urgent de restaurer la virilité, voire de rétablir le patriarcat. Que leur répondre? Sommes-nous réellement passés en quelques décennies de la suprématie masculine à la domination féminine? Y a-t-il lieu de parler de récession masculine, voire de fascisme féminin? Les femmes ont-elles renversé le monde androcentrique pour lui substituer un terrifiant gynocentrisme? La femme n'existe pas. Commençons par préciser qui sont les dites femmes qui auraient pris le pouvoir, en évitant l'écueil, ethnocentrique cette fois, consistant à omettre de préciser occidental. Car en entendant le terme femme, chacun a tendance à penser spontanément, immédiatement, intuitivement,
à la femme moderne des pays riches, voire pour certaines prises de position, à la femme moderne et privilégiée des pays riches. On débat sans fin de la domination féminine en négligeant le fait que, dans de très nombreuses régions du monde, être une femme aujourd'hui encore, c'est être sous-alimentée, mutilée, analphabète, exploitée, battue, mariée de force à peine pubère, marchandée, répudiée, séquestrée, voire lapidée ou brûlée vive. C'est aussi représenter un enjeu essentiel des guerres contemporaines, où les viols systématiques sont la plus ravageuse des armes. Si la femme des pays démocratiques et égalitaires peut se réjouir de vivre dans un monde qui a brisé depuis peu la force de ses logiques sexistes immémoriales, elle ne doit pas oublier qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, elle incarne une infime minorité de représentantes de son sexe. Du reste, même chez nous, les femmes souffrent encore de nombreuses discriminations, dont les origines sont tellement lointaines qu'elles passent pour des évidences naturelles. En Occident, quantité de femmes subissent aussi des formes extrêmes de violence, mais elles ont au moins le recours de la justice, qui leur est en principe favorable, ce qui est loin d'être le cas dans bien des pays d'Afrique, du Proche-Orient ou d'Asie, où elles sont condamnées à se heurter à la seule loi de la force. L'existence de millions, voire de dizaines de millions de femmes esclaves à travers le monde, ne devrait-elle pas, à elle seule, suffire à tempérer le radicalisme des prophètes de la disparition de l'homme et autres contempteurs du règne des femmes? Au sein même de nos sociétés, les situations concrètes des femmes, les combats qui les mobilisent et surtout l'idée qu'elles se font de leur sexe sont tellement divers que les généralisations n'ont pas grand sens. Il y a infiniment plus de disparités entre deux personnes de même genre, mais que tout sépare sociologiquement qu'entre deux individus de genres différents mais nés sous les mêmes auspices. C'est tout le mérite du féminisme dit post-colonial que d'avoir prôné une approche intersectionnelle des rapports entre les sexes, prenant en compte l'enchevêtrement des différences sociales, générationnelles, ethniques, culturelles ou religieuses au sein de la catégorie femmes. Cette perspective plurielle et élargie, qui articule les rapports de sexe aux rapports de classe, permet de remettre en question l'idée d'une féminisation du monde, à laquelle on préférera celle d'une progressive désexuation des rôles dans les sociétés laïques postmodernes, n'excluant pas la perpétuation en bien des lieux d'une violente oppression masculine. Au regard des discriminations et des violences s'exerçant toujours envers les femmes, le discours de victimisation porté par les masculinistes peut ainsi, à première vue, paraître parfaitement irrecevable. Comment ose-t-il accuser les femmes, est-on en droit de penser, alors qu'elles souffrent encore d'injustices aussi criantes? Et sur quoi se fondent-ils pour déclarer que l'homme n'est plus vraiment un homme, un vrai? Si ces questions sont légitimes, balayer d'un revers de main la thématique de la crise de la virilité me semble en revanche une erreur. Car au-delà du discours idéologique défensif, dont la phallocratie est assez facile à déconstruire, il est possible que ce thème recouvre une réalité beaucoup plus complexe à analyser. Celle de la détresse morale et spirituelle de l'homme contemporain, parfois livré à l'anomie identitaire, sociale et sexuelle absolue. Celle dans laquelle se morfondent les personnages des romans de Philip Roth, de Michel Houellebecq ou encore de David Lodge. Comment analyser ce trouble dans le genre masculin, lequel va de la dépression lancinante au burn-out sévère, voire au suicide, en passant par toute la variété possible des passages à l'acte violent, des addictions et autres problèmes d'érection voire de fertilité, sans être aussitôt suspecté d'antiféminisme primaire. Autrement dit, comment adopter un point de vue masculiste, qui se préoccupe du sort des hommes, sans verser dans le masculinisme, qui victimise les hommes et culpabilise les femmes? Peut-être tout simplement en remontant très loin dans le temps. Le piège de la virilité. L'hypothèse de ce livre est que le malaise masculin est réel, mais qu'il ne résulte pas tant de la récente révolution féministe, processus loin d'être achevé, que du piège que l'homme s'est tendu à lui-même, il y a près de 3 millénaires, en accomplissant la révolution viriarcale qui fit de lui le maître absolu de la femme,
Révolution qu'Engels qualifiera de grande... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.